Merci Serge. Voilà, donc je voulais vous parler finalement d'une autre façon d'utiliser l'échographie Doppler vasculaire. Donc on a beaucoup parlé là, cet après-midi de l'utilisation de l'échographie dans le dépistage des lésions, la quantification, la caractérisation, le suivi des lésions pathologiques. Là, ce dont je vous propose de parler, c'est finalement de l'échographie dans l'évaluation de la charge en athérome, dont on sait qu'elle est le prédicteur, un des prédicteurs les plus puissants des événements cardio-neurovasculaires. Donc en fait, on a aujourd'hui, on cherche toujours bien sûr à identifier en prévention primaire ou en prévention secondaire les patients qui vont faire un accident cardiovasculaire, Donc on a pour ça les facteurs de risque, d'accord, et on a l'évaluation des troncs vasculaires. Alors, on va le détailler. Hein, on avait la mesure de l'épaisseur intima média, la plaque. On a maintenant le score calcique, on a le coroscan, et on a aussi quelques mesures de la fonction vasculaire. Mais ça, finalement, ça, pour l'instant, ça prend pas beaucoup. C'est complexe et peu reproductible. Et l'idée, c'est finalement en sus de l'évaluation du risque avec les facteurs de risque, de rajouter une évaluation avec de l'échographie vasculaire, parce que c'est une technique qui est simple, pas invasive, pas chère, et qui peut amener une amélioration dans la prédiction du risque des patients. Et donc, ce que je vous propose de voir, c'est comment l'échographie vasculaire va ajouter, est-ce qu'elle ajoute une valeur prédictive à une approche intégrée du risque. Et donc, on va parler d'épaisseur intima média, de détection de plaques athéroscléreuses et de volume de plaques, et on va comparer ça, entre guillemets, au score calcique et au coroscan. Alors, je voulais qu'on revienne 2 minutes sur l'épaisseur intima média parce que finalement, on en a pas mal parlé pendant des années et puis on n'en parle plus. Et puis, il fallait savoir pourquoi on n'en parle plus. Je vais rapidement vous dire pourquoi on en parle moins, en tout cas. Donc, l'épaisseur intima média, elle a un intérêt parce qu'on évalue l'intima et la média. Et l'intima et la média, c'est vraiment lié à l'athérogénèse et à la progression de l'athérosclérose. Et donc, on va mesurer cette épaisseur. Vous voyez sur le mur distal d'une carotide commune. On va le mesurer cette épaisseur sur une longueur de 20 mm. Après, on a une évaluation automatique sur les appareils d'échographie. Et cette épaisseur intima média a été montrée comme étant parfaitement corrélée au risque cardiovasculaire en termes de nombre de facteurs de risque calculés sur Framingham. Mais elle a aussi été corrélée aux événements cardiovasculaires. Et on voit là, sur cette première grande étude qui a 20 ans maintenant, que les patients qui ont, ou les personnes simplement, qui ont l'épaisseur intima média la plus évoluée, ont un risque d'événement qui est plus important. Et en fait, au fur et à mesure que les études sont sorties, on s'est aperçu qu'effectivement, l'épaisseur intima média de la carotide commune était corrélée à la survenue d'événements cardiovasculaires. Mais vous voyez que, suivant les études, le hazard ratio, le risque, était plus ou moins important, mais qu'au total, on avait une augmentation de 10%, on va dire, du risque d'événement lorsqu'on avait une épaisseur intima média élevée. Et en fait, plus récemment, là, sur une grosse méta-analyse de ces épaisseurs intima média, on s'est aperçu que, OK, elle est corrélée avec le risque cardiovasculaire, mais par contre, quand on rajoute l'épaisseur intima média au calcul du risque donné par les facteurs de risque classiques, cette épaisseur intima média ne rajoute rien à la prédiction des événements cardiovasculaires. Donc du coup, on la laisse un petit peu tomber. Voilà pourquoi elle est un petit peu moins intéressante qu'on a cru il y a quelques années. Mais encore une fois, elle est bien corrélée aux facteurs de risque et aux événements, mais elle ne rajoute rien dans la discrimination. Va faire un événement, va pas faire un événement. Alors, qu'en est-il de l'évaluation des plaques carotidiennes? Alors, on va commencer par plaques carotidiennes et corrélation avec plaques coronaires. Donc, sur un essai français, parisien,
300 patients qui avaient fait un accident vasculaire cérébral ischémique et chez qui on allait regarder l'existence d'une plaque carotidienne. Et on allait corréler l'existence de cette plaque avec des sténoses coronaires. Et vous voyez sur ce schéma que envers l'existence d'une plaque carotidienne supérieure à 50%, en rouge inférieure à 50%, en bleu pas de plaque, on a une corrélation avec l'existence d'une sténose coronaire supérieure à 50%. Voilà, on a une bonne corrélation et qui est fonction du risque cardiovasculaire estimé par l'équation de Framingham. Pour des risques faibles, si vous avez une plaque supérieure à 50%, vous avez 20% de risque d'avoir une sténose coronaire de plus de 50%. Si vous avez un haut risque cardiovasculaire, là pareil, la plaque carotidienne est prédictrice de la sténose carotide, de la sténose coronaire. On va un petit peu plus loin, on regarde plaque carotidienne avec événements cardiovasculaires, pas uniquement l'existence d'une sténose coronaire. Et vous voyez ici, en fonction de si vous avez l'absence de plaque, un épaississement carotidien, une plaque non sténosante ou une plaque à plus de 50%, votre risque de faire un événement cardiovasculaire est beaucoup plus important. Donc un lien, l'existence de plaques, événement cardiovasculaire. Bon, c'est bien. On progresse. Là, vous avez le risque de faire un événement cardiovasculaire en fonction de l'existence ou non, encore une fois, d'un athérome carotidien. Et on voit que si vous avez une plaque carotidienne asymptomatique de plus de 50%, votre risque, ça détermine votre risque d'infarctus du myocarde de façon majeure et à la limite même supérieure à l'évaluation, à la prédiction du risque d'accident vasculaire du même côté. Donc on retrouve cet aspect prédicteur ou associé de la plaque carotidienne avec les événements coronariens. Alors on va aller un petit peu plus loin. Alors c'est au fur et à mesure des études. Là, on va regarder le diamètre, on va corréler le diamètre de la sténose carotidienne avec des événements cardiovasculaires. On est dans de la grosse cohorte, 38 000 patients qui ont bénéficié d'une échographie carotidienne, c'est une étude taïwanaise, et on va mesurer, ils vont mesurer là, le pourcentage de réduction du diamètre à plusieurs endroits de la carotide, et ils vont faire un score global de la charge en athérome dans la carotide, mais en mesurant juste différents diamètres. Ils suivent ces patients 4 ans. Vous voyez que le nombre d'événements est très important, ce qui permet d'avoir une étude avec une bonne puissance. Et là, ils montrent ceci. Ici, c'est la mortalité toute cause. Ici, la mortalité cardiovasculaire. Vous avez là en ordonnée le pourcentage de sténose carotidienne et ici le risque d'événement, soit cardiovasculaire, soit de mortalité. Et vous voyez qu'ils ont comparé les patients qui ont des sténoses de plus de 30% aux patients qui ont des sténoses à 30%. Et vous voyez qu'il y a une parfaite corrélation entre le pourcentage de sténose et la mortalité toute cause confondue ou la mortalité cardiovasculaire. Donc une approche qui est plus fine lorsqu'on commence à regarder les différents pourcentages de sténose carotidienne et pas juste l'existence d'une sténose. Un petit peu plus loin, là on va commencer à rentrer dans la charge en athérome en mesurant l'importance des plaques. Là on est sur 6 000 patients qui bénéficient d'une évaluation carotidienne et on les suit 3 ans, on regarde la survenue d'événements majeurs. Et on ne va pas regarder juste le pourcentage de sténose, on va faire un balayage transversal de la carotide et on va mesurer à différentes coupes le pourcentage de sténose et on va essayer de reconstituer une charge en athérome, une charge de la plaque. Et on regarde quel est le lien avec la survenue d'événements cardiovasculaires. Vous avez ici l'épaisseur de la plaque, mais vous avez ici la charge en athérome calculée, comme je vous l'ai dit. Et vous voyez que la charge en athérome prédit bien les événements cardiovasculaires quand vous comparez le premier tertile au troisième tertile. Voilà, l'épaisseur de la plaque prédit aussi les événements, mais on est plus fin quand on prend la charge en athérome de la plaque. Au passage, on regarde l'épaisseur intima média et vous voyez qu'elle est beaucoup moins intéressante.
Et alors, ce qui est aussi intéressant, parce que c'est notre pain quotidien, c'est que cette charge en athérome, elle prédit la récidive d'événements chez des patients qui ont déjà fait des événements. Vous voyez ici que la charge en athérome prédit bien, lorsqu'on a les patients avec la charge la plus importante, on a 3 fois plus de risques d'événements cardiovasculaires, de récidive d'événements cardiovasculaires. Alors là, on arrive sur de l'écho 3D, les premières sondes d'écho 3D utilisées par un groupe espagnol sur une grosse cohorte de 5800 patients, échographie 3D des carotides, et là, on somme le volume des plaques carotidiennes des deux côtés. Alors voilà, la technique, c'est une sonde de Philips, et donc la sonde 3D fait une image volumique de la carotide et automatiquement, elle vient délimiter, vous voyez, la plaque, ici c'est le trait en bleu, et la paroi externe de l'artère, ici en rouge. Alors on est parfois obligé d'un petit peu corriger, mais vous avez un vrai volume de plaque sur 2 cm de carotide. Et là, on va regarder le volume de plaque. Est-ce que le volume de plaque prédit les événements cardiovasculaires dans une population de 6000 patients en prévention primaire. Et vous voyez que lorsqu'on compare les volumes, on divise les volumes de plaques en 3 tertiles et qu'on compare le 3e tertile, qu'on compare avec l'absence de plaques, vous voyez qu'à chaque tertile, on augmente notre risque d'événements cardiovasculaires de façon parfaite. Et lorsqu'on le regarde en termes de hazard ratio, vous l'avez ici, en ajustant à l'ensemble des facteurs de risque, eh bien, le volume de plaques reste très prédicteur d'un événement cardiovasculaire majeur. Alors, très bien, on sent qu'on progresse avec le temps, que le volume de plaques il devient vraiment intéressant. Comment il se compare avec des marqueurs de risque qui ont évolué parallèlement et qui sont devenus très intéressants, par exemple le score calcique. Alors, score calcique, voilà, vous le connaissez, il est vraiment corrélé à la charge en athérome. Vous avez le diagramme ici, la corrélation parfaite entre le score calcique et le volume de plaques. Donc ce score calcique très rapidement fait sur une spirale de scanner vous donne une évaluation indirecte de la charge en athérome. Et on sait que ce score calcique, maintenant, il reflète aussi, enfin, il est très bien corrélé et de façon indépendante aux événements coronariens. Indépendante, ça veut dire qu'il rajoute de la prédiction aux facteurs de risque classiques. D'accord ? Et c'est ce qui fait que ce score calcique est en train de passer maintenant vraiment dans le quotidien parce que non seulement il est corrélé aux événements, mais il rajoute de la prédiction aux facteurs de risque classiques. Et donc, qu'en est-il pour nos plaques carotidiennes? Alors, on part là sur l'étude MESA, donc, qui est une étude américaine, grosse étude, vous voyez, plus de 6000 patients, 60 ans, et eux, on n'avait pas encore la sonde 3D, là, ils vont faire une évaluation du volume de plaques en prenant 12 coupes carotidiennes et ils vont calculer l'épaisseur de la plaque et ils vont sommer ces 12 épaisseurs pour essayer d'avoir une évaluation du volume et ils vont corréler ce volume de plaque à l'existence ou non d'un score calcique. Donc score calcique, oui, non, volume de plaque. Suivi 9 ans, 500 événements cardiovasculaires, donc on peut analyser de façon intéressante cette étude. Donc vous voyez que le score calcique est bien corrélé, très bien corrélé aux événements cardiovasculaires, que la plaque carotidienne, estimée en volume, est aussi bien corrélée aux événements cardiovasculaires, mais de façon moins puissante que ne l'est le score calcique. On voit là aussi que l'épaisseur intermédiaire n'a pas beaucoup d'intérêt. Quand on regarde, donc là on regardait score calcique et plaque carotide avec la maladie coronaire. Quand on regarde la prédiction des accidents vasculaires cérébraux et des AIT, on voit que la plaque carotidienne, le volume de plaque, est corrélé aussi bien que le score calcique. Le score calcique ne fait pas mieux que la plaque carotidienne dans la prédiction de l'AVC. Donc, on a toujours la même idée, la plaque carotidienne prédit un peu moins que le score calcique. Et maintenant, on va regarder si c'est intéressant en termes de courbe ROC, c'est-à-dire
d'être capable de différencier les gens qui vont faire un événement des gens qui ne vont pas faire d'événement. Et on voit ici, là, que le score, vous avez ici la courbe ROC avec les facteurs de risque traditionnels. Globalement, ça peut aller vite, mais on va dire que les facteurs de risque traditionnels vont permettre de déterminer environ 75% des événements cardiovasculaires. Lorsqu'on rajoute le score calcique aux facteurs de risque traditionnels, on monte à 77% de prédiction. Lorsqu'on rajoute le volume de plaques, on est à 76% de prédiction. Et quand on regarde comment ces facteurs vont permettre de reclassifier les patients en va devenir malade, va pas devenir malade, on s'aperçoit que le score calcique est meilleur pour l'instant que la plaque carotidienne sur les événements coronariens. Par contre, quand on le regarde sur les événements neurovasculaires, la charge en athérome mesurée au niveau de la carotide est un meilleur élément prédicteur et permet une meilleure classification des patients que le score calcique. Voilà. Alors, un peu la même chose dans la même étude, où on va regarder là, le score calcique et, en continu, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre score calcique oui-non, mais on va prendre le score calcique de 1 à plus de 1000 en valeur continue, et on regarde la prédiction, et vous voyez ici la prédiction du score calcique pour les événements coronariens, donc toujours très bonne, en valeur continue. Pour la prédiction de l'AVC, ce n'est pas génial. La plaque carotide, toujours très bien corrélée aux événements coronariens, et mieux corrélée aux événements carotidiens que ne l'est le score calcique. De la même façon, quand on regarde ce que la capacité de discrimination des deux examens, score calcique et plaque carotide, pour la maladie coronarienne, le score calcique est meilleur. Pour la maladie neurovasculaire, la plaque carotidienne fait au moins aussi bien que le score calcique. Alors, c'est un tout petit peu roboratif ce que je vous dis, mais on va quand même continuer. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Eh bien, on prend cette étude, donc 1400 patients en Espagne, et ils sont allés étudier les plaques fémorales, parce qu'on les avait oubliées, celles-là, on n'avait que les carotidiens, les plaques fémorales. Ils regardent les plaques fémorales. Et ils s'aperçoivent qu'il y a une très bonne corrélation entre les plaques fémorales et les facteurs de risque. Voilà. Et qu'on trouve beaucoup plus de plaques fémorales chez nos patients en prévention primaire. Et on le retrouve dans deux études. Ici, vous avez l'étude aragonaise, ici, une autre étude espagnole de plus de 5000 patients. Et on avait oublié que, finalement, chez les patients à risque, on a beaucoup plus de plaques fémorales qu'on a de plaques carotides. Et donc, l'idée, ça va être bien sûr d'aller regarder la corrélation plaque fémorale et événements cardiovasculaires et le score calcique au milieu. Et là, on s'aperçoit que... Alors, ici, vous avez l'aspect prédictif des plaques fémorales et des plaques carotidiennes, l'aspect prédictif du score calcique. Et on s'aperçoit que, ici, vous avez les plaques carotides qui prédisent le score calcique positif, mais ici, les plaques fémorales prédisent mieux l'existence d'un score calcique positif que les plaques fémorales toutes seules. Et ce qui on rajoute plaques fémorales et plaques carotidiennes, on prédit très bien l'existence d'un score calcique positif. De la même façon, ces plaques prédisent très bien l'existence de scores calciques très élevés. Donc on a une meilleure prédiction quand on rajoute l'existence de plaques fémorales à l'existence de plaques carotidiennes pour dire qu'on a un score calcique élevé. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? C'est qu'il y a encore du travail, mais ça dit quoi? Ça dit que le score calcique, c'est un très bon prédicteur de maladies cardiovasculaires et de coronaropathie, mais que la plaque carotidienne a une très bonne valeur prédictive, au moins sur les événements coronariens, mais une excellente valeur prédictive sur les accidents vasculaires cérébraux qu'on peut l'utiliser. L'intérêt, c'est que l'échographie carotidienne, c'est peu invasif, peu coûteux, et que, par exemple, chez les jeunes, on peut utiliser ces techniques plutôt que d'aller faire un scan si on n'a pas envie de faire un scan. Mais ce qui manque maintenant, c'est des études de volume, de plaques carotidiennes et de plaques fémorales, et d'aller combiner des études utilisant le score calcique et le volume des plaques carotidiennes et
fémorale pour voir si on améliore la prédiction des événements cardio-neurovasculaires. Alors, juste pour mention, on arrive maintenant à faire du volume de plaques coronaires. Vous voyez ici un coroscan, vous voyez ici une plaque calcifiée, voilà, et on arrive avec des logiciels à analyser cette plaque. Et vous voyez, on est capable de définir le volume de la partie calcifiée de la plaque, le volume de la partie très dense de la plaque et le volume de la partie hypodense de la plaque coronaire, et donc le volume global de cette plaque et les différentes sous-compositions de cette plaque. Et donc on va pouvoir, et c'est ce qu'on est en train de faire, on va pouvoir étudier score calcique, volume de plaque coronaire, volume de plaque carotide, volume de plaque fémorale et prédiction des événements cardiovasculaires. Donc, l'écovasculaire a un bel avenir devant elle, en plus de la détection de la maladie, et des sténoses serrées, etc., ça reste un excellent élément dans la prédiction du risque, même s'il reste effectivement à définir exactement sa place au milieu du score calcique et du coroscan. En tout cas, encore une fois, c'est un examen qui est rapide, peu coûteux, non invasif et qui peut être utilisé à grande échelle. Et je vous remercie de votre attention.